Bonjour, hi! Mon nom est Ronald Lachance, bienvenue au You Likes Podcast, épisode 2. D'entrée de jeu, je dois vous dire que il me reste... il est 23h28, puis il faut que je fasse ça avant minuit pour respecter mon engagement que j'ai déjà pas respecté. Alors, je m'excuse de ne pas avoir publié mon deuxième podcast le 31 mars comme j'aurais dû, mais j'ai manqué de temps. Et puis là, je manque de temps encore, mais j'essaye de faire ça avant minuit. Oh boy. Alors que je fais ça en one take, j'ai pas le temps d'éditer vraiment. Je viens de le faire en anglais et je viens de le faire en français, puis j'ai oublié de mentionner quelque chose d'important, puis je savais pas comment le rajouter, fait que je le refais, puis je vais essayer de le faire en 25 minutes. J'ai fait 30 minutes, mais je vais couper ça un peu vite. Fait que je m'excuse de ne pas avoir publié mon deuxième podcast le 31 mars. Pas tellement grave, on est le 30 avril. Puis je voudrais m'excuser à ma mère parce que j'ai dédié le premier podcast à elle, puis je n'ai même pas mentionné son nom. Alors, maman, je m'excuse, José Lachance, c'est le nom avec lequel j'ai vécu comme le nom de ma mère toute ma vie, parce que à l'époque, la madame prenait le nom du monsieur, même au Québec. Il y a juste au Québec que ça a changé, mais ça c'est une autre histoire, on n'ira pas là. Et puis, bon, mais je savais bien que son nom de jeune fille, c'était Di Massimo. Je savais que ma mère était italienne quand même. Mais je pensais donc que c'était José Di Massimo, pas plus long que ça. Et puis, ben voyez-vous, j'ai appris que c'était pas tout à fait ça. Fait qu'à un moment donné, quand j'avais, je sais pas moi, 14-15 ans, je trouve une photo d'elle, une photo d'école, tu sais, de toute sa classe, là. Et puis, à l'endos de la photo, il y avait la signature de tous ses collègues. Puis, ma mère, c'était marqué Joséphine Di Massimo. Joséphine. Hein? Là, je m'en vais voir, mais j'ai dit, tu t'appelles Joséphine? J'étais tout étonné. Elle dit, appelle-moi pas comme ça. Elle aimait pas ça, Joséphine. Je peux comprendre parce que, bon, à l'époque, là, moi, je te parle de 1900, des années 70, c'était pas tant populaire. Là. C'était probablement un nom du début du siècle, puis des Joséphine, il y a plus de Joseph que Joséphine, puis je pense que c'est pour des raisons religieuses. Bref, pas tellement grave. Elle tripait pas sur Joséphine. Fait qu'elle voulait pas que je l'appelle comme ça, puis c'est bien correct. Bon, fait qu'on reste avec Joséphine, ben, dans ma tête, puis là, je l'appelais José, évidemment. Mais là, son décès, vois-tu pas que pour son certificat de décès, l'État civil m'appelle, puis ils sont en train de produire son certificat. Et puis là, la dame en question, elle me dit, de sa belle voix de fumeuse, là, moi, je pourrais pas... je pourrais pas utiliser le nom que vous avez là, ça matche pas son certificat de naissance. Fait que là, je dis, ben, OK. Je dis, bon, qu'est-ce que. Fait que là, je dis, ben, vous avez Joséphine Di Massimo. Elle dit, non, moi, c'est pas ça que j'ai, puis il va falloir que je me fise à ça, ce que j'ai. Il faut qu'elle se fise à ça. C'est probablement du verbe fisoir, je sais pas trop. C'était quand même pas une illettrée, là. Elle travaillait pour le gouvernement. J'imagine qu'elle avait plus qu'une deuxième année, mais peut-être pas. Puis, elle me dit, moi, ce que j'ai ici, c'est Guispina. Guispina. Mais en fait, son vrai nom, c'est Giuseppina. C'est Giuseppe pour un gars, Giuseppina pour une fille. Ça commence avec un G puis un U, fait que peut-être qu'elle a Guis. Je peux comprendre. Mais j'avais pas besoin qu'elle le prononce, j'avais juste besoin qu'elle l'écrive correctement sur le foutu certificat de décès. Ce qu'elle a fini par faire et envoyer. Alors, maman, Giuseppina Di Massimo, José Lachance, je t'aime. Je m'excuse de ne pas t'avoir nommé dans le podcast que je t'ai dédié. Alors voilà, les choses sont rétablies. On se lance tout de suite dans le sujet principal de ce podcast, qui est le baseball. Et puis, c'est pour ça que je porte la casquette des Expos, parce que je suis de Montréal, puis c'était notre équipe quand même pendant un bout de temps. Mais je vais l'enlever, ma casquette, parce que voyez-vous, quand je l'ai acheté, je faisais pas des podcasts encore. Maintenant que j'ai la tête enflée, pas tant, mais elle est un peu serrée. Alors, je m'excuse, je l'enlève, je remets mes écouteurs, puis je vais prendre ici mon accessoire
que je m'étais promis de vous partager. C'est le gant de baseball de mon papa. Alors, je dédie ce podcast à Marcel Lachance, mon père, parce que je traite de baseball qui était son sport préféré et de loin. Son amour avec le baseball commence très jeune. Fait qu'il faut que je fasse un petit pont entre son amour pour le baseball, puis les expos, puis le lien qu'il peut y avoir avec Los Angeles. Alors, mon père, comme je vous dis, il aimait bien le baseball. Il est né à Québec en 1926. Puis à la fin des années 30, il y avait ce club de baseball à Québec qui s'appelait les Athlétiques de Québec. Et puis, ils ont joué au Parc Victoria de 1939 à 1942, si je me souviens bien, voilà. Bon, ça a dû arrêter probablement, ça a peut-être rapport avec la guerre, là, ça allait pas bien dans le monde à ce moment-là, ça va tellement mieux maintenant. Et mon père, il aurait aimé ça, voir ces gars-là jouer de proche, puis il faisait tout pour aller voir le plus de games possible, puis il allait quêter vraiment avant chaque match, là. Il se rendait au stade Victoria, au Parc Victoria. À l'époque, c'est maintenant le stade Canam-Manac. Et il allait bomber vraiment là, avec la casquette à l'envers, puis il quêtait, puis il essayait de se ramasser une coupe de scène pour finalement rentrer puis voir la partie de baseball, parce qu'il aimait ça. Fait qu'à un moment donné, le gérant général de l'équipe à l'époque, M. Roland Beaupré, qui a déjà écrit un livre, je pense que ça s'appelle Monsieur Baseball, vous checkerez ça. Et fait qu'il va le voir, puis il l'avait remarqué, puis il dit « Ouais, je te vois souvent faire ça, bomber pour rentrer. T'aimes ça le baseball, mon petit gars? »« Ah oui, monsieur, j'aime ça le baseball, j'aime ça. » Ben, il dit « Comment t'aimerais ça devenir le mascotte du Québec? » Puis mascotte, à ce moment-là, c'était pas badaboum, youpi, ce genre de mascotte-là. C'était plutôt ce qu'on appelle un bad boy. Et puis, évidemment, mon père était plus qu'intéressé de côtoyer les joueurs d'une base régulière, porter l'uniforme, être participé, voir les parties sans payer. Fait que il était bien excité de ça. Alors, M. Beaupré dit, on va aller voir ton père, puis on va aller voir ce qu'il en pense. Fait qu'ils vont voir mon grand-père, et puis mon grand-père ne s'est pas objecté à la chose du tout. Mais il a quand même dit, bien correct, mais là, juste pour les parties locales, hein, je veux quand même pas que mon petit gars se mette à voyager avec les clubs. Ben là, voyager, c'est cute, le grand-père, mais il voyageait pas loin, là. Je pense qu'il se rendait le plus loin, c'est Trois-Rivières, ou Granby, ou quelque chose comme ça. Mais bref, j'imagine qu'il devait quand même découcher, là, quand je jouais 3-4 games là, et puis il voulait pas que son petit garçon découche. Je pense que c'était plus ça, mais c'était cute. Fait que je mentionne l'Athlétique de Québec parce que ça fait le pont avec un certain Roland Gladu qui a joué qui était dans cette équipe-là. Puis mon père m'a parlé de Roland Gladu souvent, et puis c'est un des rares de cette équipe-là qui s'est rendu dans les majeurs. Mais avant d'aller dans les majeurs, il est allé dans une coche plus haut que cette équipe-là. Il est allé jouer pour les Royaux de Montréal. Alors, je vais arriver à ça bientôt. Mais mon père, son rêve est tombé à l'eau la fin de 42 ou 43. Ma grand-mère est décédée. Et puis, mon grand-père a déménagé la famille à Montréal. Fait que, l'équipe, les Athlétiques de Québec avaient fini de jouer. C'était fini, c'était en pause ou whatever. Et puis, fait qu'il arrive à Montréal, le cœur brisé pour le petit gars. Puis, il n'a pas d'amis. Puis, il ne sait pas avec qui jouer au baseball. Mais la bonne chose, c'est que le fait qu'il avait été une couple d'années comme ça à côtoyer les joueurs professionnels, ben, il s'était ramassé un stock intéressant. Tu sais, les vieilles balles que les joueurs ne se servaient plus, des gants, des casquettes, puis toutes sortes d'affaires, là, puis de l'équipement de catcher. Fait qu'il y avait un bon stock de vieux stock, mais quand même, dans ces années-là, on s'entend que ça ne leur prenait pas grand-chose pour se divertir. Alors, il prétend, mon père, avoir commencé le baseball dans le Parc La Fontaine à Montréal parce que personne jouait là à ce moment-là. Ce qui est très possible, mais il existait du baseball à Montréal. Les Royaux étaient là. Fait qu'il devait certainement avoir des petits gars qui jouaient au baseball. Mais lui, il n'avait pas trouvé avant qu'il arrive. Bref, une petite parenthèse qui est quand même sympathique. Fait que les Royaux, eux, c'est une équipe qui était le club ferme des Dodgers de Brooklyn à l'époque. Fait que les Royaux ont eu deux séquences. Ils ont joué de 1897 à 1917. Donc, pendant 20 ans.
Après ça, il y a eu une pause d'une dizaine d'années. Ils sont revenus en 1928. L'équipe a repris vie en 1928 jusqu'en 1960. Fait que au milieu de ces années-là que mon père est arrivé, fait qu'il est allé voir les Royaux jouer au Stade des Lormiers à l'époque. Et ce qui fait à noter, et puis un début de lien avec Los Angeles, c'est que il y a un certain Jackie Robinson qui a commencé sa carrière de baseball professionnel à Montréal. Jackie Robinson, c'est le premier noir à jouer au baseball professionnel. Et il a fait ses débuts ici, à Montréal, en 1946. En 1947, il a monté dans le grand club, comme on dit, et puis il a commencé avec les Dodgers le 15 avril 1947. Et depuis 2004, je crois, la Ligue a commencé à remémorer ce joueur. À chaque 15 avril, tout le monde joue avec un petit 42 là, sur l'épaule, qui était son numéro, à Jackie Robinson. Et puis, il y a un film qui s'appelle 42. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, ça raconte un peu son histoire. Ça peut être quand même intéressant à voir. Les Dodgers, bon, on les connaît, nous, comme étant les Dodgers de Los Angeles. Mais à l'époque, ils étaient à Brooklyn. Et en 1957, le propriétaire du temps avait des difficultés financières et songeait à déménager l'équipe dans un autre marché. Puis il s'enlignait vers Los Angeles. Puis en même temps, le propriétaire des Giants de New York songeait à faire la même chose pour les mêmes raisons, sauf que il voulait déménager sa franchise au Minnesota. Fait que le gars des Brooklyn Dodgers, il dit, il l'appelle, puis ouais, mais j'ai entendu dire que tu voulais déménager ton club à Minnesota. Pourquoi tu ne déménagerais pas ton club en Californie comme ça? On pourrait garder la petite rivalité qu'on a, les gens aiment ça, puis ça peut être bon pour les deux franchises, puis why not, t'sais? Fait que l'autre, il a trouvé ça une bonne idée. Alors là, les Giants de New York sont devenus les Giants de San Francisco, et les Dodgers de Brooklyn sont devenus les Dodgers de Los Angeles. Fait qu'ils ont commencé en Californie en 57 ou 58, là. Fait que, et ils y sont toujours. Alors voilà, fait que vous voyez le lien là entre Montréal et Los Angeles. Bon, c'est un petit peu boiteux, mais prochaine étape, on se solidifie. Fait que les expos sont arrivés, eux, en 69. Fait qu'entre 1960 et 1969, il n'y avait plus de baseball professionnel ici à Montréal. Mais le maire Drapeau, ça faisait plusieurs années qu'il mettait de la pression, il essayait d'avoir une franchise, il y a eu des investisseurs, blablabla. Bref, il y a eu une expansion et les expos sont arrivés en 1969. Au début, ils jouaient dans le parc Jarry. Moi, c'est là que j'ai commencé à regarder les expos. Bon, quand ils sont arrivés, j'avais 7 ans, là, mais ils ont été là quand même plusieurs années. 8 ans, 9 ans, 8 ans. Et puis, on allait quand même... Mon père, c'est un fan fini de baseball, j'arrête pas de le répéter, mais il y avait donc la famille le vendredi quand il y avait un programme double, puis il y en avait pas mal dans une année, je sais pas s'il y en avait une dizaine, mais on y allait quand même, nous autres, on y allait au moins 10 fois, je dirais, par année, voir les expos dans les bleachers au Parc Jarry, puis on avait bien du fun, on aimait ça. Sauf que maintenant, des programmes doubles, ça n'existe plus. Le programme double, c'est que tu payais un ticket puis tu voyais 2 parties. Fait que mon père aimait ça. Et puis, ça, c'était pas tant payant pour les organisations de baseball, bien évidemment. Puis là, avec les salaires que les gars gagnent et puis les frais, puis tout ça, c'est des business, des grosses business maintenant. Fait que les seuls programmes doubles qu'on a aujourd'hui, c'est quand il y a une partie qui doit être remise à cause de la pluie ou quelque chose, là, ils la remettent le lendemain, puis ils jouent un programme double ou la prochaine visite de la même équipe dans la même ville. Bref, voyez où est-ce que je m'en vais, c'est pas tellement grave, ça n'existe plus en tant que tel comme nous autres, on le voyait. Puis, les expos, nos amours, on les a aimés, mais ils n'ont jamais vraiment été loin. Ils n'ont jamais fait les séries, vraiment, sauf une fois, en 1981. Et voilà le lien. Avec qui? C'est qui était dans la série de championnat de la Ligue nationale de baseball en 1981 avec les expos? C'est les Dodgers de Los Angeles.
Alors, la série a eu lieu. C'était une drôle d'année, 1981, parce que ça a été une année de grève. Je ne sais pas si c'était la première, puis ça n'a pas été la dernière, mais ça a quand même séparé la saison en deux, parce que la grève a été longue, là, quelque part mi-juin à mi-août, genre. Peut-être une soixantaine de jours. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire une série de divisions avant de faire la série de championnat qui mène à la série mondiale. Alors, nous, on avait fini troisième dans la première moitié. C'était les Phillies qui ont gagné la première moitié. Puis dans la deuxième moitié, on a fini en premier. Donc, les Phillies de Philadelphie et les Expos se rencontraient dans la série de division. Et puis le gagnant de ça, ben, il irait à la série de championnat. Alors, on a gagné cette série-là. C'est une série 3 de 5. On a gagné en 5. Puis les Dodgers, eux, ont joué contre les Astros de Houston, puis ont gagné en 5 aussi. Alors, on se ramasse donc en octobre, et puis c'est la série de championnat. C'est une série 3 de 5 aussi. Et de la manière qu'ils avaient divisé ça, c'est qu'on jouait 2 parties à Los Angeles et les 3 suivants à Montréal. On a divisé là-bas, donc je pense qu'on a perdu le premier et gagné le deuxième, puis on a divisé les 2 autres matchs qui ont suivi, fait que c'est 2-2 après 4 matchs. Et le 5e match a lieu, devait avoir lieu un dimanche, le 18 octobre, mais il y a eu beaucoup de pluie, et puis le match a été reporté au lendemain, un lundi. C'est un peu plate parce que le lundi, ben, le monde travaille, fait que bien qu'il y avait, je pense, 55 000 billets de vendus pour le match du dimanche, ben, il y avait juste 30 quelques mille personnes dans le stade pour le lundi. Nous, on n'y était pas, mais mon père avait clairement manqué du travail parce qu'il était là, puis c'était en après-midi. Puis il avait la chaise de jardin là, devant la TV dans le sous-sol, puis il était pas loin, il manquait rien, puis il tripait beaucoup, puis il espérait beaucoup. Puis ça a bien parti quand même. Là. Les Dodgers, en première manche, ils ont mis une coupe d'hommes ses buts, mais ils n'ont rien fait. Puis nous autres, on a suivi tout de suite à la fin de la première manche. Reigns a embarqué sur les buts avec un double. Rodney Scott a fait un coup retenu. Ça l'a amené Tim au troisième, lui au premier. Ça a été un close call. Excusez mon anglais-français. Là, ça a été un petit peu... Tim Raines a plongé pour aller au troisième. Tommy Lasorda, l'entraîneur des Dodgers, s'est sorti du dugout, puis avec les baguettes en l'air, puis il contestait contestait. Il manifestait son mécontentement, mais il n'allait pas aux reprises dans le temps. Là. Ils n'ont pas renversé la décision, puis nous, à la télé, on a vu la reprise, puis c'était vraiment le bon call. Là. Il était vraiment sauf. Et ben là, on était personne de mort, un homme au 3, un homme au premier, et puis on a André Dawson, qui n'est pas le dernier des venus. Très bon joueur, André Dawson, un membre de la Temple des Renommées. Et, mais il n'y avait pas une bonne série, là. Il n'y avait aucun point produit, puis on avait 4 matchs de jouer. Là. C'était sa chance de faire quelque chose de bien, mais il a fait patate. André, il a frappé dans un double jeu. Tim Raines a compté, fait que ça nous a fait prendre les devants, et puis c'est resté comme ça pour 5 manches, en fait pour les 3 prochaines, puis au début de la 5e, les Dodgers ont fait 1 point, et puis c'est Fernando Valenzuela, le lanceur, qui a frappé dans un double jeu, mais il y avait un go 2, un go 3, et puis le go 3 a marqué pour égaliser le match. Puis Fernando Valenzuela, c'était un bon lanceur. Hein? Et puis, c'était un match-up avec Ray Burris qui avait eu lieu à Los Angeles au match 2. Puis Ray Burris avait gagné le premier match. Fait que c'était la revanche de Fernando. Fait que c'est lui qui égalise le match un peu là, au bâton en tant que lanceur. Fait que c'est l'insulte à l'injure, comme on dit, mais bref. Fait que ça reste comme ça jusqu'en 9e. C'est 1-1. Et là, ils ont mis Ray Burris au repos, et puis ils ont mis comme lanceur de relève Steve Rogers. Alors, pour ceux qui se souviennent, Steve Rogers, c'est un lanceur partant, c'est pas un releveur. Mon père n'était pas d'accord avec cette décision-là, parce qu'il disait « Ah, Rogers, il prend du temps à se réchauffer,
souvent il part mal. Il avait peur. Il avait vraiment peur que Steve Rogers, ça marche pas. Mais bref, il a retiré les 2 premiers frappeurs, puis c'est le troisième qui a gâté la sauce, comme on dit. Le troisième frappeur de la manche a mis ça de l'autre côté de la clôture et ils ont pris les devants 2-1. Puis nous autres, ben, à la fin de la 9e, avec 2 hommes de mort, Gary Carter, le kid, puis Larry Parrish, un à tour de route, ils ont tous les deux eu des buts sur balle. Ils se ramassent ses buts avec 2 hommes de mort, mais il n'y a personne qui a rien fait. Fait que ça a fait patate, ça restait là, puis on a perdu. Ce match qui a été rebaptisé Blue Monday. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, les francophones. Mais Blue Monday, c'était la partie s'est jouée un lundi. C'était une journée grise, pluvieuse. C'était blue, puis on a perdu. Fait que Blue Monday. Puis en plus, c'est Rick Monday qui nous a tués. Rick Monday, c'est lui qui a compté le point en 5e quand Fernando a cassé son bâton. Puis c'est lui qui l'a mis de l'autre bord en 9e. Fait que c'est Rick Monday, à lui seul quasiment, qui a mis fin au rêve des Montréalais de voir les Expos en série mondiale, dont mon père qui était dévasté. Il regardait la TV, il parlait pas à personne, il était achalez-moi pas. Là. C'était pas les Expos qui venaient de perdre. Il venait de perdre. Il se voyait dans le club, là, lui. Là. Il était bien triste de ça. Et puis on a eu quand même une bonne chance en série mondiale parce que les Dodgers, voyons. Ouais, c'est ça. Les Dodgers, eux autres, ils sont allés, évidemment, contre les Yankees. Dans un 4-7, ils ont perdu les 2 premiers matchs à New York, ils sont revenus à Los Angeles, ils ont gagné les 3 matchs là-bas par 1 point chaque match. Fait que c'était très serré là-bas. Puis ils sont revenus à la 9e à New York pour le 6e match. Puis là, ils ont gagné 7-2 ou 9-2. Mais en tout cas, c'était une victoire décisive, puis ils ont gagné la Série mondiale. C'était la première Série mondiale de M. Lasorda en tant qu'entraîneur. Puis là, je vais finir par vous parler un petit peu de Tommy Lasorda, parce qu'il y a un autre lien avec Montréal. Parce que Tommy Lasorda, avant de devenir l'entraîneur qu'on connaît, qu'on a connu, des Dodgers, ben, il a été recruté par ces mêmes Dodgers dans le temps, qui étaient à Brooklyn en 1949. Puis ils l'ont envoyé eux, quand ils l'ont recruté, ils l'ont envoyé à Montréal. Puis il était lanceur, Tommy. Fait qu'il a lancé pour les Royaux pendant quelques années, puis finalement fait le club à New York, à Brooklyn, voyons. Ouais, les Brooklyn Dodgers. À Brooklyn, en 1955, et il a eu son premier départ, et seul. Il y a eu un départ en tant que lanceur partant. Le 5 mai 1955, ça fait bien les 5, ça, c'est le 5 du 5-55, ça fait 4-5. Et puis, Tommy, ça n'a pas bien été. Il a pas fait une manche. Il a fait 3 lancers, 3 mauvais lancers, là. Un wild pitch. Il en a fait 3 dans la même manche. Il n'a pas fini. Il n'a pas traversé la manche, ils l'ont sorti. Puis il a établi un record, comme c'était la première fois qu'un lanceur faisait 3 lancers. 3 mauvais lancers dans une même manche, puis ça n'a pas tenu. Il y a quelqu'un d'autre, il y en a quelques-uns qui ont fait 4 depuis, mais bref, je trouvais ça un petit peu cocasse de ramener ça. Fait qu'il n'a pas fait de fureur en tant que lanceur dans les majeurs, ce cher Tommy. Mais pour les Royaux, par exemple, il a bien fait. Il a bien fait, Tommy, parce qu'il est revenu à Montréal, puis en tout et partout, il a fait 107 victoires, 57 défaites, c'est pas mauvais. Et ainsi devenant le lanceur partant des Royaux ayant le plus de victoires dans l'histoire du club. Fait que ce petit Tommy Lasorda qui nous a fait tuer en 1981, pourtant, il ne devait pas haïr Montréal, en tout cas, bref, c'est ça. Fait que c'est ça la petite parenthèse que je voulais faire. Tommy, il a eu une bonne carrière, là. Il a eu 20 ans avec les Dodgers, il s'est retiré en 96, il a gagné 2 séries mondiales, 81 et 83. Il est sorti de la retraite pour aller coacher les États-Unis aux Jeux olympiques de 1900, pas de 1900, mais de 2000 à Sydney en Australie. Puis ils ont gagné l'or. Fait qu'il est devenu le premier entraîneur à gagner série mondiale et médaille d'or aux Olympiques. Fait que c'est un fait quand même à noter. Mais j'ai regardé le nombre de victoires qu'il avait gagné en tant qu'entraîneur, puis ça monte à 1599 matchs.
C'est un bon nombre de victoires, ça. Et il a été entraîneur pour 3038 matchs. Donc, il a gagné plus de la moitié de ses parties. Fait que c'est très bien. Fait que j'étais curieux de savoir, il doit y avoir un ranking des entraîneurs avec le plus de victoires. Fait qu'il se situe où, Tommy, là-dedans? Ben, il est 22e. Le premier, écoutez bien ça, il s'appelle Cornelius McGillicuddy, aussi reconnu plus sur le nom de Connie Mack. C'est moins long, moins compliqué. Ce gars-là a gagné en tant qu'entraîneur 3731 matchs. C'est plus de matchs que Tommy Lasorda a été entraîneur en tout et partout. Fait qu'il en a gagné beaucoup. Il en a perdu encore plus. Il en a perdu 3948. Ce gars-là a été coach des majeurs pour 7755 matchs. Faites le calcul, là. À 162 matchs par saison, on parle de plus de 50 saisons à être entraîneur. Ben c'est ça. Il est né en 1862 puis il est mort en 56, fait qu'il avait 96 ans. Ça aide à coacher 50 ans, ça. Fait que c'est ça, je trouvais ça une petite parenthèse cocasse, là. Alors voilà, mon podcast sur le baseball et le lien qu'il peut y avoir entre Montréal et Los Angeles. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires directement sur la page YouTube ou sur mon courriel à yahoo.com. Mon nom est Ronald Lachance, je vous revois le 31 mai et d'ici là, soyez prudents. Stop. Excusez.